Dans cette vidéo, je vais résumer un livre intitulé Road to Ruin, The Global Elite Secret Plan for the Next Financial Crisis. Ce livre explique comment cette crise va se terminer et ce que vous pouvez faire pour vous protéger. Le livre est écrit par Jim Rickards, qui est l'un de mes économistes préférés. Le nom du livre ressemble à une théorie du complot, mais le contenu est loin de cela. Pour comprendre pourquoi Jim a écrit un tel livre, vous devez d'abord comprendre qui est Jim Rickards, en plus d'être un économiste et un scientifique. Pendant de nombreuses années, Jim a travaillé comme avocat avec un groupe d'élite de personnes qui dirigent les organisations financières les plus puissantes de la planète, telles que la Banque centrale d'Amérique, également connue sous le nom de Fed, le Fonds monétaire international, Wall Street, etc. Lorsque certaines lois sont adoptées, il est très difficile pour une personne ordinaire d'en comprendre les implications. Mais en tant que juriste et économiste, Jim peut en voir le but et les effets sur l'économie mondiale. L'auteur affirme que les élites mondiales ont un plan et que ce plan ne vous concerne pas. Il implique votre richesse. Pour beaucoup de gens, les élites mondiales sont un groupe de personnes mystérieuses qui portent des capuches et s'assoient autour d'une table ronde pour discuter de l'avenir du monde. Mais selon l'auteur, il n'est pas secret de savoir qui sont ces personnes. Il s'agit de banquiers centraux de grands pays, de ministres des Finances et d'universitaires. Il les nomme même dans le livre. Ce que j'aime chez l'auteur, c'est qu'il ne fait jamais une déclaration qui n'est pas étayée par la science, les données et les preuves. Je vais résumer le livre en 3 parties. Tout d'abord, j'expliquerai pourquoi nous sommes en crise aujourd'hui. Deuxièmement, comment tout cela va se terminer et quelle est la fin de la partie. Enfin, quelles sont les mesures que vous pouvez prendre pour vous protéger? Partie 1. Afin de comprendre pourquoi nous sommes en difficulté aujourd'hui, l'auteur analyse 2 crises qui se sont produites dans un passé proche, 1998 et 2008. Beaucoup de gens savent pour 2008, mais pas pour 1998. En 1998, l'un des plus grands fonds spéculatifs, appelé Long Term Capital Management, a effectué de nombreux investissements risqués sur des produits dérivés et était sur le point de provoquer une crise financière majeure. Lorsque Wall Street et la Banque centrale américaine ont réalisé la gravité du problème, ils ont dû sauver le fonds spéculatif. Sinon, les grandes banques se seraient effondrées comme un domino. L'auteur est l'une des personnes présentes dans la salle qui a mis en place l'accord pour éviter le crash. Jim dit que le monde était à quelques heures d'un effondrement majeur. La cause principale du crash de 98 était les produits dérivés. Je suis sûre qu'en ce moment même, vous vous dites « Mais qu'est-ce que c'est que ce produit dérivé ?» Pour dire les choses simplement, les produits dérivés ne sont que des formes sophistiquées de jeux de hasard. Par exemple, disons que j'emprunte 10 000 € à votre ami. Une fois la transition terminée, nous signons tous les documents, je vous appelle et vous dis « Vous voulez parier que je vais rembourser l'argent de votre ami ?» Si vous acceptez de parier, un dérivé est créé. Un dérivé, c'est un pari sur le prix futur ou la probabilité de quelque chose. Il est créé de toutes pièces. Il est non transparent, non réglementé et sa taille n'est pas limitée. Selon Warren Buffett, les produits dérivés sont des armes de destruction massive. Si nous avions appris notre leçon en 1998 et nous étions débarrassés des produits dérivés, nous n'aurions pas eu le crash de 2008. Mais comme vous le savez, il a bel et bien eu lieu. En 2008, le problème était bien plus important. Et la Fed a dû intervenir pour sauver les banques et les grandes institutions financières. La Fed a réduit les taux d'intérêt à 0 et a augmenté son bilan de 850 milliards à plus de 4 000 milliards de dollars. Après la crise, s'ils avaient ramené leur bilan au même niveau et augmenté les taux d'intérêt, je dirais « Vous vous êtes endettés pour sauver le monde. Et quand la crise a pris fin, vous avez remboursé la dette. » Mais cela ne s'est pas produit. Comme les gens ordinaires, les gouvernements empruntent aussi dans les mauvais moments et remboursent dans les bons. Mais il semble que nous ayons oublié cette simple règle. Pour le dire autrement, en 2008, un patient a eu une crise cardiaque et le médecin a utilisé tous les médicaments et n'a pas rempli la boîte à médicaments. Aujourd'hui, la santé du patient est bien pire qu'avant et le médecin n'a pas de médicaments. Certains disent « Quel est le problème ? Nous avons mis fin au crash en 2008 en imprimant de l'argent. Pourquoi ne pas l'imprimer à nouveau ?» Il n'y a rien qui puisse être imprimé autant que vous le souhaitez. Il est vrai qu'il n'y a pas d'or ou d'argent pour soutenir les monnaies aujourd'hui,
Mais il y a une chose importante derrière chaque monnaie dans le monde, c'est la confiance. La seule raison pour laquelle vous acceptez mon peso, mon euro ou mon dollar est que vous avez confiance que lorsque vous irez faire des achats, la caissière l'acceptera de votre part. Si vous continuez à imprimer, les gens finiront par perdre confiance. Et la confiance est une chose très fragile. Une fois qu'elle est perdue, vous ne pouvez pas la regagner. Si vous continuez à imprimer, les gens vous diront « Vous savez quoi, je ne me sens pas à l'aise avec ce qui se passe. Sortez-moi de ce papier et donnez-moi quelque chose de tangible. » Maintenant, vous pourriez vous dire « C'est stupide, pourquoi nous n'avons pas appris les leçons? Pourquoi nous continuons à faire les mêmes choses ?» Selon l'auteur, l'une des principales raisons est que les modèles économiques utilisés aujourd'hui sont dépassés. Si vous utilisez le mauvais modèle, vous obtiendrez toujours le mauvais résultat. Si les modèles développés par Keynes fonctionnaient, cela ne veut pas dire qu'ils fonctionneront aussi bien aujourd'hui. L'économie est une science, et en science, les choses changent constamment. Newton était l'un des plus grands penseurs, mais bien des années plus tard, Einstein a prouvé que sa théorie était fausse. Cela ne signifie pas que nous devons complètement ignorer Newton. Pour son époque, la théorie de Newton était la meilleure que nous pouvions avoir. De la même manière, la théorie keynésienne aurait bien pu fonctionner pour son époque, mais ce n'est plus le cas aujourd'hui et nous ne pouvons pas en blâmer Keynes. Nous ne pouvons que blâmer ses partisans. Je vais vous donner un exemple où vous pouvez voir par vous-même comment certains des modèles sont dépassés. Par exemple, lorsque j'étudiais à l'université, j'ai appris la courbe de Phillips dans mon cours de macroéconomie. Selon la courbe de Phillips, il existe une relation négative entre le chômage et l'inflation. Ce qui signifie que lorsque le chômage diminue, l'inflation doit augmenter, mais ce n'est pas le cas la plupart du temps. Vous pouvez l'observer par vous-même si vous regardez l'économie. Deuxième partie. Comment la crise va-t-elle se terminer? Les marchés financiers sont des systèmes dynamiques complexes, comme ceux que l'on voit dans la nature, par exemple les tremblements de terre. Lorsqu'un tremblement de terre se produit, de l'énergie doit être libérée. Vous ne pouvez pas arrêter un tremblement de terre au milieu quand il se produit, mais imaginez un instant que vous puissiez arrêter le tremblement de terre. Si vous pouviez l'arrêter, l'énergie ne disparaîtrait pas, elle resterait juste là et finirait par être libérée. La même chose s'applique au marché financier. En 2008, nous avons juste arrêté le tremblement de terre en plein milieu, mais cela ne signifie pas que l'énergie a disparu. Elle sera libérée. Comme vous pouvez le voir, chaque crise est plus importante que la précédente. En 1998, Wall Street a sauvé les fonds spéculatifs. En 2008, la Banque centrale a sauvé Wall Street. Maintenant, la question est de savoir qui va sauver la Banque centrale. Selon Jim, la seule organisation qui puisse encore sauver la Banque centrale est le FMI, Fonds monétaire international. Les élites mondiales savent que le système est instable et qu'il finira par s'effondrer. Dès que les choses commenceront à se dégrader, ce qui semble déjà être le cas, elles interviendront pour mettre en œuvre leurs solutions. Dans un premier temps, le système sera gelé. Même le montant que vous pouvez retirer au distributeur sera limité à une petite quantité, uniquement pour acheter de la nourriture et de l'essence. Une fois le système ouvert, nous n'aurons plus de dollars comme principale monnaie mondiale. Le dollar sera alors comme toutes les autres monnaies locales, comme le peso mexicain. Vous vous demandez peut-être maintenant quelle sera la monnaie principale si le dollar perd sa position. La réponse est la monnaie du FMI, appelée DTS, droits de tirage spéciaux. Le DTS est également connu comme monnaie mondiale et le FMI lui-même est connu comme Banque centrale mondiale. L'auteur dit que le but des élites est de créer un ordre mondial, un gouvernement mondial, une monnaie mondiale et une fiscalité mondiale. Ils savent que leur plan n'est pas très populaire et ils essaient de le construire pièce par pièce depuis 1969 en changeant la législation. Dans des conditions normales, aucune nation n'accepterait de céder tous ses pouvoirs à un gouvernement central, en particulier les États-Unis. Mais une fois le chaos et le sang versé dans la rue, le plan des élites sera présenté comme la meilleure solution. D'ailleurs, l'affaiblissement du dollar américain fait partie de ce plan. Les États-Unis sont la nation la plus forte et ils ne voudront pas abandonner le contrôle facilement. Mais une fois que le dollar aura baissé et que la crise aura frappé le pays, les gens voudront une solution. Pendant les périodes difficiles comme la guerre, les gens veulent un gouvernement central fort et ils sont prêts à faire des sacrifices et à accepter les solutions proposées par le gouvernement. Cette fois-ci, nous n'aurons pas une véritable guerre de tir, mais plutôt une guerre financière, qui est bien pire qu'une véritable guerre. La guerre financière a un impact sur chaque pays, chaque ville. Elle touche tous les magasins et toutes les maisons.
Si cette solution fonctionne et que le DTS devient une monnaie de réserve, elle sera très inflationniste. Si elle ne fonctionne pas, il est possible que nous revenions à l'étalon or, mais personnellement, je doute fortement que cela se produise, et voilà pourquoi je pense ainsi. Si vous êtes propriétaire d'un restaurant McDonald's au centre-ville, seriez-vous heureux que quelqu'un ouvre un KFC juste à côté de vous? De la même manière, les banques ne seraient pas heureuses si le Gold Standard est appliqué, parce qu'il limite leur activité. Avant de passer à la dernière partie, j'apprécierais vraiment si vous pouviez lâcher un like sur cette vidéo. Ce type de vidéo financière me prend beaucoup de temps en recherche et en préparation. En plus de lire le livre en entier, je regarde presque 20 heures de vidéos et d'entretiens avec l'auteur afin de trouver des moyens simples de vous expliquer clairement les idées. Quoi qu'il en soit, passons à la troisième partie. Enfin, dans cette partie, je vous ferai part de la stratégie de Jim pour vous protéger en vue du prochain crash. Si je vous dis que nous aurons certainement une inflation, vous sauriez exactement ce qu'il faut faire, n'est-ce pas? Vous achèteriez des biens durables tels que de l'or, de l'argent et des terres. D'un autre côté, si je vous dis que nous aurons une déflation, vous saurez également quoi faire. Vous conserverez plus de liquidités et achèterez des obligations. Jim dit que nous sommes sur le fil du rasoir et que nous pouvons aller d'un côté comme de l'autre. Il dit que vous devez vous préparer aux deux. Il appelle cela la stratégie de l'haltère. Comme vous le savez, l'haltère a 3 parties. Le poids à gauche, le poids à droite et la tige centrale qui maintient les 2 parties ensemble. Un côté de la barre doit contenir les actifs inflationnistes tels que l'or, l'argent et la terre. Le deuxième côté doit contenir les actifs déflationnistes tels que les obligations. Enfin, le connecteur du milieu doit contenir de l'argent liquide. De nombreuses personnes n'aiment pas l'argent liquide et ne veulent pas le garder parce qu'il n'a pas de rendement. Mais selon l'auteur, vous devriez avoir de l'argent liquide pour 3 raisons. Premièrement, l'argent liquide est une protection contre la déflation. Pendant la déflation, la valeur de l'argent liquide augmente. Deuxièmement, cela réduit la volatilité de votre portefeuille. Si l'un des 2 côtés de votre portefeuille devient volatile, vous pouvez dormir tranquillement et vous n'avez pas besoin de vendre quoi que ce soit pour survivre. C'est vous qui pourrez faire vos achats en période de volatilité. Troisièmement, les liquidités vous donnent des options. Si vous voyez venir l'inflation ou la déflation, vous pouvez facilement pivoter du côté opposé. D'ailleurs, Warren Buffett est connu pour détenir une énorme quantité d'argent liquide dans son portefeuille. Il attend que le crash se produise, puis sort faire du shopping et achète des entreprises en solde. Gagner de l'argent et le préserver sont 2 choses différentes. Beaucoup de gens gagnent beaucoup d'argent, mais ils ne peuvent pas le préserver. Le livre contient une histoire intéressante qui décrit comment certaines personnes préservent leur richesse pendant des centaines d'années. Vers la fin du livre, Jim se souvient d'un dîner avec une vieille et riche famille italienne. Cette famille avait préservé sa richesse sur 31 générations pendant 800 ans des hauts et des bas du marché. À travers des épidémies, des pandémies comme la peste noire, d'innombrables guerres locales, nationales et même de guerres mondiales. Jim a posé une question simple mais perspicace à cette famille. Comment une famille peut-elle conserver sa richesse aussi longtemps? Cela ne semble pas réel, il doit y avoir un secret. La réponse de la famille a été 1 tiers, 1 tiers, 1 tiers. C'est 3 1 tiers. La famille a conservé 1 tiers de sa richesse en biens mobiliers et en terres, le tiers suivant était en or et le dernier tiers était en art de valeur. Pour une personne ordinaire comme vous et moi, il peut être assez difficile de posséder de l'art de qualité muséale. Mais l'or et l'immobilier semblent relativement faciles à faire, surtout l'or. L'auteur recommande d'allouer 10% de votre portefeuille d'investissement à l'or et à l'argent. Je vous recommande vivement la lecture de ce livre. Je laisserai un lien en description si cela vous intéresse. Merci de votre attention. Si vous avez aimé la vidéo et souhaitez en voir d'autres comme celle-ci, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner à la chaîne.